OK, le live est prêt. Écoute, laisse-moi juste prendre quelques minutes pour m'excuser envers tous les gens qui nous regardent, là, que ce soit avec le live ou sur les Zooms. Je sais qu'on a beaucoup débordé aujourd'hui, mais désolé, il y a tellement eu de bons sujets. Il y avait aussi beaucoup de participation par rapport aux questions aussi. On ne voulait pas quand même les laisser à côté. Puis c'est tellement intéressant quand on commence à explorer un sujet et puis après on le laisse à côté. Je pense qu'on laisse un goût amer pour certaines personnes. Mais là, c'est notre dernière de la journée, pas de moindre. Écoute, c'est Steve qui va la faire en plus. Donc, écoute, là, je pense que Steve, vous avez déjà, je dis vous, tu as déjà les accès de partage. Je te laisse, je vais même pas prendre le temps de te présenter Steve, les gens te connaissent bien. Là, je pense que tu as été la présentation qui a été le plus partagée sur nos pages, donc ça veut dire que les gens sont bien informés de ça. Je te laisse, je te donne la parole tout de suite. Blaise, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et Blaise, c'est un bon signe qu'il y a eu tant d'engouement pour des questions posées. Ça démontre l'intérêt, ça démontre aussi que les conférenciers que tu as apportés sont justement, apportent qu'est-ce que les gens s'attendent. Et je crois que c'est un très bon signe. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour être capable de jaser un peu, de faire la suite à toutes ces présentations qui demandent à ce moment-là de connaître comment on peut accéder à une carrière en cybersécurité. Et de ce point, on va explorer dans la présentation, si elle peut démarrer, voilà, les différents profils qu'on peut analyser et se questionner. Donc, un responsable de la sécurité d'information, un officier de sécurité des systèmes d'information, un Chief Information Security Officer. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on se prépare à aller dans cette direction-là? Et je vous donne toujours tout de suite, il y a deux possibilités, il y a deux chemins qui peuvent être empruntés pour aller dans cette direction-là. Et après ça, donc, on va explorer les façons de s'y rendre. Fait que donc, de ces deux chemins-là, alors, il y a un chemin légal et un chemin illégal. Je devrais dire moins recommandable pour ça. Puis on va voir, je vais l'expliquer un peu en cours de route, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Pour être capable de comprendre qu'est-ce qui s'en vient avec nous, les statistiques nous aident beaucoup à comprendre la situation. Je ne vous inonderai pas de statistiques, mais bien, je veux vous mettre en contexte avec qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années et qu'est-ce qui s'est passé comme évolution des années dernières. Donc, c'est pour ça que je commence avec 2016 et on a, comme vous voyez, la partie de gauche, beaucoup de menaces, et ça, c'est en 2016. Des informations personnelles qui ont fui à travers toutes sortes de situations, totalisant en 2016 pour plus d'1 milliard de dollars. Et après coup, on se retrouve à dire qu'il y a quand même 2 millions de spécialistes en cybersécurité présents pour être capables d'adresser toutes ces problématiques-là. Donc, c'est très peu si on compare 2 millions à tout le nombre d'utilisateurs d'Internet ou de technologies d'information sur la planète. Et après coup, on voit aussi qu'il y a une évolution, que les organisations se veulent de prendre connaissance davantage de qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place, autant au niveau monétaire, donc avec les budgets, qu'avec aussi l'acquisition de ressources humaines pour être capable à ce moment-là de faire face à la menace. Donc, ça, c'est le gros portrait en 2019 qui ont dit 69 sont des organisations interrogées dans un sondage international du consortium ISACA. Alors, ISACA est un organisme qui regroupe des professionnels de la sécurité de l'information et eux ont vraiment un rayonnement international. Et avec ça, on sondé, comme à chaque année, les membres. Et comme membre, on répond. Qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. Et de ce sondage-là, 69 des organisations rapportent qu'ils sont en manque de personnel en cybersécurité. Ça, c'est une très belle nouvelle en soi pour comprendre que l'offre est là. Donc, c'est juste que la demande, je devrais dire la demande plutôt, elle est là, alors que nous, on n'est pas en nombre suffisant, nous étant les spécialistes en cybersécurité. Donc, vous voyez ici, les organisations à 58 ils n'ont pas été capables, après des appels de candidature pour remplir des positions lorsque c'est le temps d'embaucher des gens en spécialité de cybersécurité, ils ne sont pas capables de remplir les positions. Après coup, si on regarde les trois raisons que les spécialistes en cybersécurité changent d'emploi, ils ne restent pas la même organisation, à 82 c'est des conditions de travail différentes, avec évidemment des incentives financiers qui sont le motivateur pour changer d'entreprise. Et c'est normal, parce que très souvent, il y a
des entreprises qui vont mettre moins de budget, encore une fois, à la cybersécurité. Très peu, des fois, vont se faire donner l'opportunité d'aller s'entraîner correctement pour être en mesure d'être à un niveau à jour et compétitif avec ce qui se passe sur le marché. Alors que, voyez-vous, ici, pour des raisons de promotion et de développement professionnel, à 57 était la raison qu'ils ont quitté. Et après coup, donc, une meilleure culture, un environnement de la culture à 46 Mais si on se propulse aujourd'hui, donc le rapport qui est sorti tout récemment de l'État de la cybersécurité 2020, on voit aussi qu'il y a un accroissement des cyberattaques au niveau mondial, et je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer que de plus en plus, il y a du vol de propriété intellectuelle, renseignements personnels, tout ça par des fois avec l'outil de rançongiciel. On va le voir ici juste en bas. Et souvent, c'est motivé par, encore une fois, le gain. Donc, ces attaques sont en augmentation. Les 7 derniers mois, c'est compréhensible que ça s'est produit davantage. Les gens étant confinés dans les derniers 7 mois ont fait en sorte que le travail n'était pas accompli de la même façon. Donc, dans les débuts de mars-avril, les gens étaient vraiment déstabilisés, les organisations, je devrais dire, étaient déstabilisées sur le soutien de leurs travailleurs de travailler à partir de la maison. On parle évidemment dans le contexte nord-américain ici. Je n'ai pas eu l'occasion d'explorer comment ça s'est passé pour vous en Haïti, ceux et celles qui nous regardent de là, pour comprendre la différence de dynamique. Alors, si je prends l'exemple ici de Montréal, bien, les compagnies, premièrement, il n'y avait soit pas suffisamment de portables, d'ordinateurs à prêter à leur personnel. Le personnel de la maison, la ligne Internet n'était pas peut-être assez bonne. Donc, toutes sortes de problèmes techniques faisant en sorte que, wow, attends un peu, il faut rassembler, il faut mettre un plan de match en cours et en fonction pour que ça soit réaliste. Donc, en quelques mois, les grandes compagnies de télécommunications ont fait le nécessaire pour augmenter les bandes passantes. Le besoin était là. Malheureusement, il aurait dû faire ça là, quand même 10-15 ans avant. Après coup, le matériel et les accès protégés pour être à mesure de contacter et travailler avec les compagnies. De ceci, le contexte fait en sorte que les gens n'avaient pas accès aussi aux services techniques d'entreprise pour être capable de poser des questions. Et en même temps, à l'inverse, le service technique avait aussi pas la visibilité normale des postes de travail des usagers pour être en mesure d'assurer la sécurité de l'information. Donc, c'est tout ça qui est maintenant en travail, mais qui était à ce moment-là à découvrir. Et c'est pour ça qu'on donne dans les attaques, les acteurs de menaces qui se sont manifestés, 22 c'est de la cybercriminalité qui fait office, suivi des hackers, donc le traditionnel piratage de systèmes. Après coup, les menaces à l'interne malicieuses. En lisant le rapport, je questionne vraiment le troisième point parce que de plus en plus, les fuites d'informations originent, comme on l'a vu récemment dans beaucoup de situations ici au Québec. L'année dernière, une grande institution financière, il y a beaucoup d'informations, pour ne pas dire l'information de tous les clients, ont fui à partir justement de la menace à l'interne qui a été capable de mettre la main sur l'information, copier ça sur un clé USB qui n'était pas monitoré. Les actions du malfaisant n'étaient pas monitorées. Et après coup, a sorti, était capable de vendre ça donc à des comparses pour vraiment une bouchée de pain. Et je suis très généreux dans disant une bouchée de pain. Et après quoi, on peut voir aussi les États-nations et les activistes. Les activistes, c'est certain, les Anonymous de ce monde, ils sont moins en moins actifs, mais je peux dire, avec la mouvance BLM aux États-Unis, on a vu une recrudescence de hacktivisme en ligne. Et par contre, les États-nations, bien, présentement, les attaques sont en cours pour mettre la main le plus rapidement possible sur la recherche fondamentale du développement de vaccins contre la COVID-19 et tout autre renseignement connexe à cette recherche. Les laboratoires en Europe, aux États-Unis, au Canada sont grandement sollicités, sont vraiment attaqués de façon régulière et les services de renseignement même sont mis à contribution dans tous les pays pour être capables de s'assurer de détecter la menace lorsqu'elle rentre au pays et à mesure que l'attaque évolue, aviser les compagnies, les conseiller pour à mesure donc d'améliorer les systèmes de défense, les postures de défense. Rapidement, quelques autres statistiques. Lorsqu'on a des attaques qui entrent et qui ont succès, c'est tout premièrement avec l'utilisation du social engineering, qui veut dire quoi? Convaincre l'autre partie de contribuer à l'attaque et de donner de l'information rapidement. Et pas rapidement, mais il veut dire de façon volontaire. Et ça, c'est l'adoption rapide, justement, de méthodes, que ce soit par téléphone,
texto piégé ou bien courrier électronique piégé. Ça va arriver de cette façon-là que ça va rediriger vers des faux sites web ou si ce n'est pas des fausses communications pour, encore là, tenter la personne à divulguer son information sans trop d'efforts. Donc, ça, c'est la méthode. Il faut, au fur et à mesure que qu'on évolue, en informer nos gens. Et c'est pour ça que c'est important de se garder actif dans le domaine. Donc, il y a de plus en plus, justement, des situations qui vont faire en sorte que ça va mener à des attaques qui sont de plus en plus fréquentes quand ce n'est pas adressé correctement. Et après coup, lorsqu'ils ne sont pas rapportés, ces incidents-là, et ça, c'est une grosse situation qui pèse contre n'importe quelle organisation dans n'importe quel pays. Souvent, pour des raisons les gens vont être gênés de rapporter l'événement, mais il faut le faire pour que les autorités prennent action et que tout le monde apprenne aussi de cette situation-là. Parce que la sécurité par l'obscurité au 20e siècle, ça n'a plus sa place, croyez-moi, il faut changer ça. Alors, lorsque un candidat est considéré, bien, son expérience, voyez-vous ici, on a les lignes la ligne foncée est en 2020 et si je ne me trompe pas, c'est très important qu'à l'embauche, donc un candidat doit avoir une expérience en cybersécurité. Quelqu'un qui débute, est-ce qu'il peut avoir une expérience? Bien, il faut commencer, oui, avec toutes les occasions possibles qui se présentent. Ensuite de ça, la personne, est-ce qu'elle doit être intègre? Absolument. Et après coup, lorsqu'on descend avec les memberships d'associations, les degrés universitaires, donc autrement dit l'éducation traditionnelle, c'est considéré, mais c'est plus ou moins important. L'important là-dedans, c'est que la personne comprenne le contexte, comprenne le travail qui est à accomplir. Et ça veut dire comprendre la technologie, mais aussi, comme on disait tout tantôt, dans la présentation du cyber forensics, donc la criminalistique dans la précédente présentation, bien, il faut y avoir à ce moment-là une compréhension d'une méthode de travail. Et c'est la même chose ici. Ça ne veut pas juste dire quelqu'un qui va savoir juste clavarder et s'assurer qu'il comprend la technologie. Il faut qu'il comprenne aussi une sociologie. Comprendre un hacker, c'est très important. Ça aide beaucoup, après ça, à cibler les actions et à anticiper aussi les actions futures. C'est tous des éléments comme ça que ça fait un tout qui prépare le travailleur de demain. Tout comme à ce moment-là, le degré universitaire, ça donne quelque chose parce que ça donne des méthodes de travail, mais ce n'est pas... On voit ici dans le deuxième graphique, en bas, la figure 15, 55 %. Oui, ça donne une méthode de travail. La personne est un peu plus informée comment travailler et où aller chercher des ressources. Mais d'expérience, ça ne fait pas une personne qui sort avec un bac en cybersécurité, la personne embauchée, parce que entre deux personnes, je dois considérer les skills, autrement dit, les habiletés que la personne a là avec l'expérience terrain qu'elle a développée, mis en place. Donc, en cybersécurité, la constance vient avec les recrutements par les autres compagnies. Donc, vu que c'est un marché qui est féroce, il n'y a pas beaucoup de ressources, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui devient plus compétitif, il s'en va à une autre place. Donc, ça n'en vient que les salaires sont très intéressants. Ça peut vous attirer peut-être dans le métier. Ensuite de ça, donc, les budgets, par exemple, des compagnies n'est pas au rendez-vous. Beaucoup travaillent sur les requalifier le budget et ça s'en vient intéressant. C'est ça qui va nous rendre la job un peu plus facile parce que s'il faut quêter de l'argent à chaque fois qu'on doit faire une remise à niveau du réseau, c'est là que ça peut nous impacter sérieusement. Donc, il est important que les dirigeants d'entreprise comprennent et saisissent la situation et qu'il doit y avoir budget en conséquence. Donc, de ces deux chemins, on peut soit faire comme j'ai fait à gauche avec le chemin 1, le chemin d'aller être capable de comprendre chacune des étapes, le vivre, le travailler, et après ça, après 20 ans, être assez connaissant et bourré d'expérience pour être capable, comme j'aime beaucoup faire, présenter et enseigner la matière. Ou bien, vous pouvez être sur la traque numéro 2, qui semble très alléchante, et qu'en quelques années seulement, après être accompli des méfaits criminels, vous vous faites prendre et après ça, vous allez en prison et après votre sentence, vous êtes disponible pour être sur le marché du travail avec une expérience flamboyante que beaucoup de compagnies paient cher pour avoir. Et je vais en citer des exemples juste après. Donc, à vous de voir où en est votre approche. Et comme Blaise a fait, je veux dire, Blaise aussi dans le chemin numéro 1 ici à gauche, que le chemin numéro 2, bien, c'est discutable si c'est le plus avantageux. Voyons voir pour le long cheminement. J'en ai fait un par rapport à ma carrière militaire et qu'après un certain temps, j'ai troqué le fusil au clavier. Parce que les années mi-90, c'était la révolution de la réseautique, la mise en fonction des ordinateurs en réseau. Et pour ça, vous voyez ici,
lorsque j'ai débuté comme officier de sécurité informatique, j'étais le premier officier de sécurité informatique à la base de Montréal, qui représentait 25 sites satellites partout en province, et dont la charge de 5 quartiers généraux décisionnels et plus de 5000 personnes. De ça m'a aidé beaucoup à comprendre mon rôle, ayant en tête la compréhension de l'architecture, des composantes, la connectivité et tout ça. Donc, ayant tout ce bagage d'information et de compréhension, ça m'a facilité la vie pour être capable, après ça, d'aider les décideurs à comprendre l'état de la situation, surtout pour faire des évaluations de menaces et de risques, et après ça, apporter les meilleurs conseils aux dirigeants, c'est-à-dire à qui je me rapportais. Ça veut dire aussi d'aller se documenter, d'aller se former davantage sur des procédures, exemple de plans de continuité des activités, de plans de récupération, donc le DRPBCP, excusez. Après ça, les processus de certification, accréditation. Donc, OK, là, on parle de la partie administrative. C'est la partie peut-être la moins alléchante, mais elle est très importante. On parlait tout à l'heure en criminalistique, documentation, ça veut dire quoi? Oui, prendre beaucoup de notes. Même chose ici, il faut prendre des notes documentées, mettre à jour notre infrastructure, mettre à jour les plans, la documentation, les règlements, ça fait partie du travail. Donc, méthodologie très importante ici. Les audits de conformité, on peut les faire en impartition, mais si on n'est pas capable d'interpréter ce qu'on se fait servir par la personne à qui on a passé un contrat pour le faire, on peut se faire passer n'importe quoi. Donc, il faut être encore là connaissant dans ce domaine-là. Fait que donc, parlant de sensibilisation, mais pour nous ici au Canada, même à l'échelle mondiale, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Et c'est pour ça que je suis content que la conférence a lieu au mois d'octobre. Donc, pensez cybersécurité, je vous les ai mis l'hyperlien ici dans le bas pour vous donner un aperçu. Il y a beaucoup de ressources pour vous renseigner sur la cybersécurité, encore là de façon générique. Bâtir son savoir, ça y va aussi avec les événements, comme le CyberCon ici auquel que vous êtes, le Hackfest à Québec, qui est le plus gros Hackfest francophone de l'Est d'Amérique du Nord, qui a lieu cette année à Québec du 16 au 21, virtuellement. Après coup, il y a des formations structurées, comme les programmes universitaires ici à Montréal ou à Sherbrooke, qui sont offerts, et évidemment, dans le secteur privé, des centres de formation qui offrent des cours d'appoint. Exemple, le cours que j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, est le microprogramme en deuxième cycle en sécurité de l'information, volet prévention. On commence la semaine prochaine et c'est quand même assez unique ce cours-là. Ça fait la 3e année qu'il est offert, tout à distance. Et ça permet justement d'améliorer les connaissances de ceux et celles qui sont sur le marché du travail actuellement, mais qui veulent amener une mise à jour, une actualisation vraiment de qu'est-ce qu'ils ont connu dans le passé. Et j'ai eu des gens de toutes les sphères de la société en termes de gestionnaires de parcs informatiques, de banques de très haut niveau, tout comme de la défense, tout comme des gens qui ont une petite PME de gestion de site web. Et c'est ça qui fait la richesse de ce cours. On a tellement d'échanges, c'est fantastique. Et en même temps, donc, on se partage chacun nos expériences. Et les formations structurées, quand on retrouve des certifications professionnelles, ça vaut la peine d'investir parce que ça a une bonne réputation, ça vous amène cette bonne réputation-là. Comme personnellement, je suis certifié CISSP. Blaise, récemment, a été certifié ISO. Et mes prochaines sont avec l'IAPP, donc pour la protection de la vie privée, tout comme dans l'ISACA. Je me dois, comme objectif, d'aller faire 3 de ces certifications-là. Et ceux du SANS, internationalement, sont très reconnus. Par contre, très coûteuses pour y accéder. Donc, il reste pareil, chacune des sphères de certification ici, là-dedans, ont tous leurs besoins. Si j'en ai une à vous recommander pour commencer avec, allez avec les CompTIA. C'est des génériques, ça comprend, vous avez CompTIA A+ pour le matériel, le Network Plus pour le réseautique, Security Plus vraiment pour comprendre les fondements de la sécurité de l'information. Et c'en est un que j'enseigne avec fierté, mais qui, après ça, pour aller dans des spécialisations, vous avez le CASP avec CompTIA, mais vous avez aussi les autres, comme on voit ici, de haut niveau et qui vont vous donner cet avantage-là de devenir un spécialiste dans chacun des domaines. Parlant de CompTIA, voici l'illustration de la track, les tracks pour être capable de suivre les formations qui se spécialisent à un moment donné. Donc, vous pouvez, après ça, les perspectives de placement, vous retrouver soit dans la fonction publique de votre gouvernement, ou bien dans les entreprises privées, évidemment, qui vont utiliser les technologies de l'information, mais après coup, de toutes sortes de compagnies qu'aujourd'hui, on se retrouve à travailler avec des technologies, quelles qu'elles soient. Chacun a son niveau de complexité et chacun son challenge, mais chacun en vaut la peine d'aller chercher l'expérience. Donc, on parlait tout à l'heure de commencer.
et les employeurs s'attendent de quelqu'un qui aura d'expérience, peu importe lesquels de ces placements-là, vous pouvez vous retrouver avec. Vous pouvez à ce moment-là aller chercher une expérience et vous déplacer après ça au fur et à mesure que vous découvrez dans lequel l'intérêt, ça vous dit. Parce que lorsqu'il y a des fuites d'informations, au début, pré-fuite, vous avez quelques sous seulement consacrés à du budget informatique, à la sécurité, mais après ça, lorsque la fuite a lieu, c'est là que la grosse argent arrive. Et dans le chemin le plus court, ce sont là encore toutes sortes de personnes qui ont été, évidemment, il y a quelques personnages fictifs à l'intérieur ici, mais qui ont été, après ça, traduits en justice pour leurs méfaits, soit de vol de propriété intellectuelle ou bien vraiment de création de code informatique. Dans les années 80-70, je veux dire, c'était les belles années pour découvrir la technologie, créer du matériel. Vraiment, c'était fantastique. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'outils qui sont en ligne. C'est pour ça qu'on appelle ça des script kiddies qui utilisent des outils déjà développés par d'autres qui ne connaissent pas comment ils fonctionnent et peuvent souvent causer plus de tort que le simple essai qu'ils veulent faire avec l'outil. Donc, c'est à faire attention. Quelques notions des cyberbandits d'hier. Je veux dire, Kevin Mitnick est très connu parce que ça a été un des premiers qui a été médiatisé parce que ça n'est un qui a été le maître, moi, je l'ai déclaré le maître s'il ne l'est pas déclaré ailleurs, le maître dans le social engineering. Parce que ce bonhomme-là, il s'en est toujours pris au facteur humain. Donc, le chaînon le maillon faible, c'est-à-dire de la chaîne de la sécurité de l'information, et est capable de l'exploiter. Ça veut dire quoi? Une attaque d'ingénierie sociale, du social engineering, ça veut dire de convaincre l'autre interlocuteur de nous donner l'information que l'on cherche sans trop lui montrer qu'on n'est même pas la vraie personne interposée. Donc, ce sont là les actions que Kevin Mitnick a fait vraiment là, dans beaucoup d'aspects pour être capable, au même titre que les autres, la majorité. Donc, Kevin Paulson, qui, lui, en haut, lui, ça n'était vraiment un bon pirate des systèmes de télécom américains, de Pacific Bell, et que lui, il a poussé la note vraiment loin. Là. Vraiment, il a piraté les lignes pour être en mesure de rentrer sur les concours des stations de radio pour après ça, toujours être le 8e appel. Bon, mais on prend le 8e appel, il s'organisait pour être le 8e. Ah, il a gagné de l'argent, un voyage à Hawaï, une Ferrari. À un moment donné, il l'a poussé trop loin, il a attiré l'attention et il s'est fait pogner. Fait que c'est toujours des choses comme ça. Tout comme à Montréal, il y a un pirate qui s'appelle Mafia Boy, qui s'appelait Mafia Boy, Michael Kelsey, et qui, lui, a été accusé d'avoir mis à terre avec une attaque de distribuer de données de service, donc une DDoS, les gros sites internationaux comme CNN, Amazon, E-Trade, etc. Ce personnage-là, je veux dire, c'est un cas type que ça a démontré les faiblesses des systèmes qui n'étaient pas préparés à faire face à ce type d'attaque. Donc, ça a été quand même une belle expérience, une drôle d'expérience même. Et en 2004, on a Jeffrey Lee Parsons qui a, même si c'est en 2003, excusez, j'ai fait une erreur, qui a modifié le MS Worm Blaster, le Blaster Worm, qui était un verre qui était originaire de Chine, mais qui s'est propagé en Amérique du Nord et qui a causé la panne de 56 millions de personnes dans le réseau électrique, alors qu'il y a une sous-station que son logiciel a mal fonctionné, qui n'a pas rapport avec le virus, mais que ça a causé un effet cascade. Mais dans l'effet cascade, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Parce que j'ai lu le rapport et j'ai commenté beaucoup là-dessus, il y a beaucoup de sous-stations qui travaillaient avec l'intercommunication de leurs États à travers un lien Internet. Et parce que l'Internet était saturé de communication à cause de ce verre MS Blaster, ça a contribué à la dégradation des moyens d'échange d'informations. Et la cascade, c'est vraiment étalé pour 56 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis qui ont été sans électricité pendant 4 jours. Donc, c'est des éléments comme ça, ça a une certaine connotation criminelle, mais que les deux premiers en haut, Kevin Paulson et Kevin Mitnick, sont maintenant des consultants en cybersécurité, tout comme Michael Kelsey, qui lui-ci est low profile, mais est à Montréal, mais M. Parsons, je n'ai jamais su ce qui est arrivé avec le gars. Mais ça donne cette idée-là, que des fois, ça a l'air fantasmagorique qu'est-ce que le pirate, le hacker peut accomplir, mais en même temps, il y a une certaine part de responsabilité sociale et s'il y en a qui aiment ça, développer cet aspect-là un peu plus lugubre de leur capacité, soyez avisés que j'en connais des pirates professionnels qui sont légales et qui donc font la job de façon reconnue et légale, mais j'en connais aussi qui sont illégales, qui ont une certaine conscience, mais il y en a de plus en plus qui n'ont pas de conscience sociale. Et on le voit de plus en plus depuis les 7 derniers mois. Certaines communautés qui sont justement avec une conscience sociale, ils ont dit on n'attaquera pas avec des rançongiciels des hôpitaux. Ça n'a pas duré 2 mois, que là, après ça, la rapace que j'appelle
ont commencé à attaquer des organisations, peu importe lesquelles, y compris des hôpitaux, demander des rançons du ciel. Et le mois dernier, bien, il y a quelques semaines, je devrais dire, il y a une personne qui en est décédée à cause qu'un hôpital en Allemagne, qu'elle a été frappée de rançon du ciel et pendant le transfert d'une patiente, elle est décédée à cause de ça. C'est des éléments comme ça qu'il faut garder en tête. Donc, comment on fait pour se préparer? Est-ce qu'on se fie avec nos quatrains du futur ou regarder ça à travers des chamans? Non, au contraire. Il faut se renseigner, se documenter. Pour ici au Canada, on a le Centre de cybersécurité, qui ça fait maintenant plus de 3 ans, qui est en fonction, qui donne des très bonnes informations au niveau technologique et en même temps pour la sécurité au Canada. Mais le matériel qui est fourni là-dedans, c'est vraiment matériel qui est générique, qui répond aux besoins technologiques et qui est accessible donc à tout le monde, en français comme en anglais. Vous avez des ressources fantastiques comme la conférence de CyberCon qui, merci encore une fois d'être là cette année, vous donne l'opportunité d'avoir des gens que vous avez vus jusqu'à date, vous renseigner, vous informer, vous garder à jour sur ce qui se passe dans le domaine pour vous garder à jour, encore une fois. Une autre chose, j'ai récemment pris connaissance en Haïti, donc qui donne de l'information générique, encore là, qui semble ouverte pour tous et chacun pour en profiter. Parce que 2020, je l'aime celle-là parce que je l'ai documentée, ça fait une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, on a l'évolution de la technologie. Puis quand on est arrivé, là, on est en 2020, les chiffres ne sont peut-être pas correspondants. Je ne vois pas qu'on a 4 milliards de personnes interconnectées. Les revenus, les opportunités de revenus à 4 000 trillions, je ne suis pas encore là, je crois. Il y a un petit ralentissement. Cependant, ce qui est vrai, c'est la prolifération de tous les appareils qu'on voit là. Des thermostats électroniques, des caméras de surveillance, du monitoring biométrique, surtout pour les fonctions médicales. Ça s'interconnecte de plus en plus. Et c'est cette interconnexion-là on se doit, nous, comme professionnels de la sécurité de l'information, aller au-devant. Encore, il y avait un article sorti avec Radio-Canada aujourd'hui que j'ai allègrement commenté parce que professionnel de la santé qui a dit un fax, on n'a pas le choix, il faut s'en servir. De toute façon, c'est sécuritaire. C'est complètement faux. Un fax comme un courrier électronique, ce n'est pas sécuritaire. Il y a des moyens pour les sécuriser, par exemple. Et le ministère de la Santé au Québec, progressivement, amène des correctifs, de la solution, mais il ne travaille pas assez vite. Le besoin, il était hier. Et pour ça, il faut, comme professionnel de la sécurité, arriver avec des moyens qui sont fiables pour à mesure de procurer une solution et que tout le monde profite de ça. Parce qu'on a un choix aussi qui est déchirant devant nous comme professionnels et que c'est un délicat ballon à avoir entre la vie privée et en même temps amener la pleine sécurité que l'on recherche. Et j'ai toujours apprécié cette image qui montre à ce moment-là que si on veut une pleine sécurité, il faut complètement se dévêtir de notre vie privée, ce qui est complètement faux. Il y a un équilibre à aller chercher et c'est celle-là qui est à travailler, que je vous invite à réfléchir là-dessus. Parce que les guerres de demain, lorsqu'il y a conflit, on le voit en Azerbaïdjan présentement et en Arménie, il y a beaucoup d'utilisation des moyens cybernétiques pour créer de la fausse information et en même temps mettre hors service certaines composantes, des fois civiles, mais aussi militaires, électroniques. Mais cette analogie de mettre la clé USB comme une arme devient de plus en plus possible. Parce que ce n'est plus des grands empires du passé qui vont mettre à feu et à sang les organisations. Ça va être vraiment plus le petit empire du bas à droite là, qui va faire son effet. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans votre conférence. Blaise, toujours un plaisir. Merci encore. Et là, je fais un Biden de moi. Merci de ton temps, Steve. Écoute, j'ai pas de questions dans le chat, mais j'ai quand même une pour toi avant de clôturer quand même la journée. Steve, est-ce que, comme tu viens de parler quand même de perspectives de carrière en cybersécurité, la possibilité qui existe quand même, est-ce que ce qu'on a vécu avec les formes de BPO, c'est quoi pour les centres de services, à la clientèle ou bien les centres de support technique comme on a vu en Chine, en Inde, est-ce que avec la pandémie, en passant, c'est une question que j'ai beaucoup des gens qui vont suivre. Est-ce que vous pensez serait aussi une possibilité pour la sécurité, c'est-à-dire qu'avec le travail qui est là pour rester et que la sécurité, la surveillance ou la sécurité opérationnelle va être sous-traitée là dans des pays en voie de développement? Est-ce que tu vois une perspective dans ça?
C'est difficile à répondre avec une exactitude, Blaise, parce que les plans changent progressivement. Ce qui a été planifié au mois de mars dernier est complètement différent aujourd'hui en octobre, novembre. Donc, si on regarde une tendance, par contre, par les années passées, c'est de plus en plus vrai que les organisations veulent se doter de gens qui sont compétents en la matière, mais c'est surtout les services policiers qui ont besoin de plus en plus de gens compétents techniques, en technologie, je devrais dire, et qui va venir compléter le travail de policier pour justement mettre fin à des sources de criminels là, qui s'en prennent justement à la population et avec les moyens technologiques qui sont incomplets. C'est juste une question de temps avant que le besoin se fasse sentir et le besoin, il est annoncé, ça fait quand même plusieurs années. Et il faut que les gens, donc, s'ils décident de s'intéresser à la cybersécurité, ils sont assurés d'avoir un emploi dans un avenir très rapproché, que ce soit dans un emploi, encore une fois, dans la fonction publique, des services policiers ou même encore là, dans l'entreprise privée. L'entreprise privée va en rechercher davantage parce qu'ils veulent assurer la clientèle, qu'ils prennent tous les moyens nécessaires d'avoir des gens compétents pour être capables d'offrir un service à la hauteur de leurs exigences. Mais ce qui est encore ironique, c'est qu'on a vu, il y a 2 semaines, même 3, une compagnie de système d'alarme au Texas et une compagnie réputée qui amène la sécurité avec la surveillance vidéo, qui se retrouve avec des employés, mais qui faisait justement la surveillance un petit peu illicite des gens dans leurs habitats et qui a mené à des grosses enquêtes. Puis j'ai eu des discussions avec des gens de l'industrie. Il veut dire ça vient de la supervision de personnel, mais des gens compétents pour faire le travail avec une bonne éthique de travail. Ils vont être en recherche et soyez certains que les employeurs vont vous chercher allègrement. Parfait. Mike, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions dans le chat. Là, moi, j'en ai pas vu d'autres. Écoute, on devrait avoir une dernière session pour la clôture. Je pense pas que ça vaut la peine parce que ça a été vraiment une journée marathon, je dis. À mon avis, le sujet a été intéressant. On a débordé, comme j'ai dit déjà, pas mal de fois. Mais écoute, là, Steve, si tu donnes quand même quelques minutes pour terminer, qu'est-ce que je peux dire rapidement? Je vais quand même une nouvelle fois remercier tous nos intervenants, particulièrement toi qui est avec nous, Steve, tous les autres aussi qui probablement qui dorment déjà, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup d'Européens. Donc, je pense que maintenant, ils devraient être dans leur sommeil, mais on leur remercie parce qu'ils vont avoir la possibilité de regarder les vidéos après. Je remercie aussi les internautes qui vont regarder le live ou qui nous regardent maintenant, surtout les abonnés à nos pages de réseaux sociaux, comme j'ai dit ce matin. Nos organisateurs, Michel, tu es là. Il y en a d'autres aussi qui sont dans la cuisine, là, même s'ils ne sont pas dans le live avec nous. Donc, ils nous donnent un petit coup de main. On les remercie aussi. Cette année, je ne peux pas dire que ça a été facile de trouver les sponsors. On a eu quand même qui ont décidé de nous accompagner. Je veux citer encore de nom, Mike, notre petite compagnie de services conseil en sécurité, Yotasec. On a eu aussi Zixpo App River. On a eu aussi Tandy. Puis Maxi, on ajoute aussi Secure Hub. Et puis, pour en finir, écoute, qu'est-ce que j'ai encore ajouté? Les vidéos, comme vous savez, c'est du live, donc ils seront disponibles sur nos plateformes de réseaux sociaux. On va créer aussi de possibilités de les reprendre aussi, par exemple, sur d'autres plateformes comme YouTube, étant donné qu'ils sont exposés pratiquement là sur Facebook. On va les reprendre aussi sur les autres plateformes pour que le plus de monde puisse aller regarder. Et comme Steve a dit tout à l'heure dans sa présentation, on n'a pas choisi quand même par hasard de faire l'activité ou l'événement pour ce mois-là parce que c'est le mois de sensibilisation à la cybersécurité. Donc, c'est quand même un moyen, un moment de mettre plus d'emphase sur la sécurité, comme on dit toujours, chez nous, la sécurité personnelle, comme aussi la sécurité au bureau. Donc, les deux aussi, il ne faut pas les oublier parce que si on sécurise le réseau de les organisations, on oublie ce qu'on fait à la maison. Donc, il y a une partie du travail qui va être ratée. Écoute, Mac, je ne sais pas si tu as vu que j'ai oublié quelque chose, tu peux ajouter. Non, tu as tout dit. En fait, on doit dire merci à tout le monde. Merci à toi, Steve, encore, parce que ça a été la dernière minute, puis tu as fait de ton mieux pour être avec nous. Et Blaise, un grand merci à toi. Tu as beaucoup fait aujourd'hui. On savait ça. Et puis, peut-être demain, on va avoir quelqu'un d'autre faire un petit cours sur ce qu'on appelle l'embauchement
Black en cybersecurity. So, on espère qu'on va avoir des gens regarder ça avec nous. Et puis, il faut attendre aussi parce qu'on doit avoir ce qu'on appelle un CTF, un Capture the Flag. On va annoncer ça prochainement parce qu'on travaille toujours là-dessus. Et puis voilà, c'est tout. En fait, partager les vidéos, partager les connaissances et puis aimer la page, suivez-nous pour d'autres annoncements. D'accord, merci. Merci, une personne qui vient de se connecter. Merci Dedeline. Merci Anglade pour aussi nous avoir assisté jusqu'à la fin. Alors, assisté jusqu'à la fin parce que pratiquement, j'ai vu ton nom dans toutes les présentations. Merci quand même ton temps. Et puis, qu'est-ce que je vous dis? On va essayer d'avoir plus d'activités au lieu d'attendre la prochaine année pour la conférence. Mais sinon, je vous souhaite déjà une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Bye bye.